Suite à l'allocation de plus de 9,5 millions de dollars à 153 médias communautaires du Québec, au cours de la dernière année fiscale 2021-2022, le gouvernement québécois a récemment annoncé une injection de fonds supplémentaires de près de 6 millions de dollars pour 155 médias. Initialement destinée à aider les médias touchés par la pandémie de la COVID-19, la situation actuelle reflète un changement alors que les médias traditionnels font face à des défis liés à l'évolution des préférences du public en faveur des sources en ligne et à la perte de soutien en raison d'une couverture médiatique biaisée. L'annonce récente de Pierre-Carl Pellado concernant la suppression de 547 emplois chez Québecor, dont 300 au sein du groupe TVA, souligne les difficultés auxquelles sont confrontés les médias traditionnels. D'autres grands médias tels que Bell ont également mis en œuvre d'importants efforts de réduction des effectifs. Devrait-on laisser l'avenir des médias traditionnels sans ingérence de subventions afin qu'ils réévaluent les stratégies qui ne semblent pas résonner avec le public? Les médias indépendants tels que Rebel News, qui ne reçoivent pas de financement du gouvernement, fournissent des informations que d'autres pourraient éviter de couvrir. Une question cruciale se pose. Quelle est la limite des subventions que les Canadiens sont prêts à fournir pour soutenir les médias en difficulté? Pour explorer cette question, nous discutons avec Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, au sujet des secours aux médias du gouvernement québécois et fédéral. Bien, d'abord, je pense que c'est un band-aid sur un cancer, dans le sens où le problème des médias, c'est pas qu'il manque d'argent public. Le problème des médias, c'est qu'il manque de téléspectateurs, de lecteurs, d'auditeurs. Et la raison pourquoi ces gens-là fuient les médias traditionnels, il faudrait qu'on se pose la bonne question. Est-ce que c'est parce que les médias ne correspondent plus à ce que veulent les gens? Est-ce que les propriétaires de médias sont trop préoccupés à aller collecter des subventions plutôt qu'à répondre à la demande de leur auditoire? Parce que c'est ça la perception qu'on a, puis on l'a vu beaucoup évidemment ces dernières années. Et même si la crise sanitaire est finie, on a l'impression qu'il y a un faux pli qui a été pris et qui perdure à l'heure actuelle. Puis il n'y a pas juste moi qui le dis, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la presse de dimanche dernier, Isabelle Haché, la journaliste, a fait une entrevue avec le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Et Mathieu Lacombe lui avoue que le traitement, par exemple, qui est fait au Parti conservateur, parce qu'il dit les médias ont leur part de responsabilité là-dedans, puis il dit, par exemple, le traitement médiatique qui est fait à M. Duhem est pas équitable par rapport aux autres, puis ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont pas contents après les médias traditionnels. C'est pas un conservateur qui le dit, là. C'est un adversaire politique, un ministre du gouvernement du Québec actuel qui avoue que les médias traditionnels sont biaisés envers une certaine idéologie, envers une formation politique, la mienne en l'occurrence. Donc, quand on est rendu là, ça vous démontre comment le biais est rendu grave, là. Même les adversaires politiques sont obligés de concéder que c'est le cas. Et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une presse qui est représentative de l'ensemble des citoyens, ben c'est un gros problème. On a l'impression beaucoup des fois que c'est plus des journalistes, c'est des activistes. Je veux dire, il y a 2 semaines, j'étais à Radio-Canada dans une émission un samedi soir dans un studio de radio où il devait avoir une vingtaine d'employés, dont un band live de 4 ou 5 musiciens pour aller à l'entrée et la sortie de la pause, alors que Radio-Canada, la radio de Radio-Canada, il n'y a pas de pause publicitaire. Et l'entrevue que j'ai eue là, il n'y a aucun autre politicien qui aurait des questions aussi biaisées, puis où ça avait l'air autant de l'acharnement. Et ça, fait avec nos taxes, je veux dire, à un moment donné, les gens écoutent ça, voient ça. C'est pas des imbéciles, là, les auditeurs, les citoyens. Ils se rendent compte de ce qui se passe. Cette émission-là, elle n'a pas besoin de plus de financement public. Elle a besoin d'être un petit peu plus objective. Et malheureusement, ben ça, on n'en parle pas, très peu. Et pour moi, c'est là qu'est le problème. Puis l'autre affaire aussi, au-delà des biais médiatiques, il y a aussi un aspect générationnel. Je veux dire, les jeunes, ça les intéresse moins de s'écraser devant une TV, de s'abonner au câble puis d'écouter TVA ou LCN du matin au soir. La nouvelle génération, elle est sur son cellulaire, elle est sur des réseaux sociaux, elle s'amuse, elle regarde des clips de 15 secondes à gauche et à droite. Elle consomme différemment l'information, puis même la culture de façon générale et large. Et ça, il faut voir qu'on s'adapte. On peut pas continuer à financer la technologie d'hier pour essayer de la rentrer dans la gorge de la génération de demain.
La nouvelle génération ne consomme pas les médias de la même façon, n'a pas le même intérêt. Et il y a même une question d'inéquité intergénérationnelle si on commence à financer juste les médias d'une seule génération. Si on veut faire du financement public des médias, moi je suis pas un grand partisan en passant, moi je crois à une liberté de la presse. Je pense que c'est important qu'il y ait une indépendance des médias. Pour avoir travaillé dans un média, j'ai vu l'impact que peut avoir un gouvernement qui finance trop les médias. Je l'ai vu pendant la crise sanitaire, puis moi ça m'a fait peur. Mais cela étant dit, si vous voulez financer quand même les médias, ben il va falloir s'assurer, un, qu'il n'y ait pas de biais idéologique, puis deux, qu'il n'y ait pas de biais générationnel et technologique. Donc, je pense que c'est des paramètres qui sont très importants, mais présentement, tout ce que le gouvernement fait, c'est qu'il éteint des feux. Il va là où les médias sont en train de tomber en faillite, puis essaye de patcher des trous avec ça, mais il ne règle rien pour la crise à long terme. Puis il fait juste amplifier, en fait, le problème parce que veut pas, en continuant d'alimenter un système qui ne marche pas, il va juste dégringoler de plus haut tout à l'heure. Quels sont les risques au niveau de la neutralité de nos médias? Bien, il y a beaucoup de risques. Quand le gouvernement commence à financer des médias, on sait que ça peut déraper au niveau idéologique. Je veux juste rappeler à tout le monde là, ce qui s'est passé, par exemple, avec Radio X à Québec pendant la crise sanitaire. Le gouvernement, vous savez, est devenu le seul annonceur ou à peu près de plusieurs radios, plusieurs médias, en fait, généralement même. Et parce que tu peux pas annoncer que tu vends des autos ou inviter le monde à ton restaurant quand ton restaurant est fermé puis quand ton concessionnaire est fermé. Là. Donc, il n'y a plus personne qui faisait de la pub ou à peu près. Le gouvernement a mis beaucoup de publicité pour nous dire qu'il fallait se laver les mains puis se tousser d'un coude. Et quand il y a un média qui était plus critique, la gestion politique, la crise sanitaire par le gouvernement Legault, ben ce média-là, on lui a coupé les publicités du gouvernement, ce qui faisait vivre tous les autres médias. Ce média-là s'est ramassé en déficit du jour au lendemain parce qu'idéologiquement, il suivait pas la ligne éditoriale imposée par le gouvernement. Et peu importe votre opinion de la crise, peu importe ce que vous pensez du média en question, peu importe si vous avez voté pour ou contre ce gouvernement-là, vous devez d'abord et avant tout vous questionner en tant que démocrate. Est-ce que c'est correct que le gouvernement fasse souffrir, puis même aurait pu faire faillite là, à un média parce qu'idéologiquement, il est contre le contenu éditorial de ce média-là. Moi, ça me fait peur. On voit ça normalement dans des régimes là, qu'on veut pas, surtout pas imiter. Là. Et donc ça, c'est une dérive très, très, très importante. Puis je pense qu'il faut tirer des leçons de ce qui s'est produit à ce niveau-là. Il faut éviter à tout prix que ça se reproduise parce que c'est ça le risque de subventionner des médias. Même chose avec le projet de loi qui est maintenant une loi, le C-18 à Ottawa. Tout le monde chiale parce que les médias, en fait, tout le monde chiale, c'est pas tout le monde, mais les médias traditionnels se plaignent parce qu'ils peuvent plus être sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'on peut obliger Facebook à payer pour du contenu qu'elle ne veut pas? C'est toute la liberté d'entreprendre et d'entreprise, puis c'est de commencer à vouloir se mêler d'un modèle d'affaires. Après ça, j'ai beaucoup d'inquiétudes aussi, parce que là, je sais qu'il y a eu une entente avec Google et le gouvernement fédéral pour justement avoir un fonds au niveau des médias. Mais le diable est dans les détails, comme disent les Anglais. Là. Comment ils vont répartir cet argent-là? Est-ce que Radio-Canada va y avoir droit ou non? Ça, c'est la première grande question. Est-ce qu'un média qui reçoit plus d'1 milliard déjà de la part des contribuables canadiens va aussi pouvoir recevoir de l'argent de Google? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que les médias alternatifs ou les médias qui sont contre le gouvernement vont aussi avoir voix au chapitre? Comment ils vont diviser la tarte? Est-ce que les médias en émergence vont en avoir plus ou vont en avoir moins? Est-ce que les médias en déclin vont en avoir plus ou vont en avoir moins? C'est toutes des questions qui sont très pertinentes et malheureusement, on n'a pas le début du commencement d'une réponse au moment où on se parle. Justement, récemment, je ne sais pas si vous connaissez la personne, il s'appelle Gigi McCullough. Durant une rencontre avec le CRTC, il a mentionné en expliquant que, écoute, dans la société, une business qui va pas bien va tendance à mourir tout simplement et d'autres vont émerger par la suite. Sauf que là, on ne permet pas de faire ce cycle normal-là en interférant avec de l'argent du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, écoutez, le gouvernement ne peut pas sauver toutes les entreprises. Hein. Tous les ans au Canada, il y a des milliers d'entreprises qui meurent, puis il y a des milliers d'entreprises qui naissent. Je veux dire, c'est ça la liberté de marché, la liberté d'entreprendre. C'est comme ça que ça fonctionne dans une économie capitaliste. Et c'est normal. Je veux dire, c'est un cycle normal. Les meilleurs
vont émerger, vont être de plus en plus profitables, vont prendre de l'expansion, puis les moins bons vont être en déclin, puis même ils vont disparaître si vraiment ils sont incapables de faire un sous-profit. De vouloir arrêter ce cycle-là, c'est très malsain parce qu'effectivement, on décourage celles et ceux qui vont produire du contenu de qualité, qui vont plaire à un plus grand nombre, puis on va encourager ceux et celles qui attirent de moins en moins de gens, dont le contenu est de moins en moins pertinent. Donc, c'est une forme de nivellement par le bas, une forme de récompense aux médiocres, puis de punition aux meilleurs. C'est pas comme ça qu'on peut grandir comme société. Donc, si vous voulez soutenir notre journalisme et faire en sorte que nous avons un deuxième pouvoir dans les médias pour vous montrer l'autre côté de l'histoire, pour vous montrer aussi certaines couvertures que les médias grand public ne vous montreront pas, allez sur notre site web rebelnews.com/donate et vous pouvez faire une donation de votre choix sur ce site web pour encourager notre journalisme. Et merci en avance pour toutes les donations.